En 1917, dans le contexte de la Première Guerre mondiale, dans un pays sous-développé, arriéré socialement et économiquement, et sous le régime tsariste, la masse de la population, travailleurs, soldats et pauvres paysans, se sont soulevés pour mettre fin à la guerre et pour mettre fin à l'oppression tsariste. Ces événements, les événements de la Révolution russe, pour tous ceux qui luttent aujourd'hui contre le système capitaliste, sont une source inépuisable d'inspiration, de motivation pour encourager notre lutte et pour aussi, par les enseignements de ces événements, nous éclairer sur plein de questions qui se posent aujourd'hui même dans la lutte contre le capitalisme, même si cela se fait dans des conditions très différentes de ce qui s'est passé en 1917. Mais en même temps, le cours ultérieur du développement de la Révolution, après la création de l'Union soviétique, et l'émergence au cours des années 30 d'une dictature bureaucratique, ce qu'on appelle le stalinisme, avec tout ce qui est venu avec, est un immense obstacle sur la voie de la compréhension de ce que c'est que le communisme et ce qu'était que la révolution russe. À cause de la dégénérescence du régime soviétique, l'idée est communément admise que le communisme ou la tentative de créer une société communiste, égalitaire, avec le pouvoir des travailleurs, aboutirait fatalement à ce genre de dictature et ce genre de régime despotique. Et c'est ça le problème qui est posé devant nous. Il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé en Russie afin de mieux comprendre les enjeux et les problèmes qui se posent devant nous dans la lutte contre le capitalisme aujourd'hui. Le stalinisme est devenu l'un des arguments les plus puissants contre le communisme. Et je dirais même que tant qu'on n'a pas trouvé une explication de ce phénomène, le stalinisme, et tant qu'on ne peut pas vraiment comprendre les sources de cette dégénérescence, on ne convaincra jamais la jeunesse du bien fondé des idées communistes. Donc c'est un problème très très important qui est devant nous. Et c'est de cela que je voudrais parler. Il est tout de même impossible de comprendre le phénomène du stalinisme sans jeter un regard, ne serait-ce que bref, sur le déroulement de la révolution russe elle-même et les conditions dans lesquelles cette révolution s'est déroulée. La révolution a commencé en février 1917 avec une insurrection à Petrograd et puis à Moscou. Et il s'agissait d'une grève générale qui s'est rapidement transformée en insurrection armée et qui, au bout de 5 ou 6 jours, a abouti au renversement de la monarchie, au renversement du tsar. S'en est suivi plusieurs mois avec des gouvernements successifs. Dans un premier temps, il s'agissait d'un gouvernement dominé par des éléments bourgeois et même aristocratiques. Et dans un deuxième temps, il s'agissait d'une coalition entre ces éléments bourgeois et les représentants des soviets. Les soviets étaient des organisations populaires, démocratiques, créées au cours de la Révolution, au cours de ces premiers jours de Révolution, au mois de février 1917, et qui reprenaient la forme d'organisation qui avait déjà émergé au cours de la Révolution de 1905. Les soviets étaient créés pour la première fois en 1905 et avec le développement de la Révolution en 1917, la masse de la population, la masse insurrectionnelle a recréé ces organisations soviétiques pendant le mouvement. Alors, les soviets étaient donc des instances de lutte et d'organisation qui étaient des instances démocratiques. Les délégués étaient démocratiquement élus et révocables. Et donc, c'était des organisations, des structures extrêmement sensibles à l'humeur
et à la volonté politique, aux idées politiques des masses. Le régime issu de la Révolution de février n'a résolu aucun des problèmes qui étaient à l'origine même de la Révolution russe. La guerre a continué, il n'y avait pas de réforme agraire conséquente, les droits démocratiques des minorités nationales et les droits démocratiques en général n'étaient pas fermement établis. Et à partir du mois de juillet, le gouvernement s'est retourné contre la base révolutionnaire avec le désarmement de l'aile gauche, l'aile la plus radicale des forces révolutionnaires, et la tentative d'arrêter la révolution pour qu'elle n'aille pas plus loin vers une émancipation complète des travailleurs et des paysans pauvres. Donc à partir du mois de juillet, le comportement du gouvernement de Kerensky a préparé le terrain à une tentative de reprise de pouvoir par les forces tsaristes sous la direction du général Kornilov. Et cette tentative contre-révolutionnaire a donné une nouvelle impulsion à la révolution qui a abouti à la prise de pouvoir par les soviets en octobre 1917, soviets dans lesquels le parti de Lénine, le parti bolchevique, était devenu majoritaire sur la base de l'expérience de la révolution depuis le mois de février. L'un des arguments les plus courants contre la révolution russe consiste à dire que la révolution russe n'était pas un mouvement de masse, n'était pas un mouvement porté par la masse de la population, mais était la conséquence d'une sorte de putsch de la part de Lénine et du parti bolchevique. Ceci est absolument faux. La révolution russe a commencé à Petrograd et à Moscou, mais elle s'est étendue graduellement sur l'ensemble du territoire de l'ancien empire tsariste, contre la contre-révolution interne, c'est-à-dire contre les forces tsaristes contre-révolutionnaires russes, mais aussi contre une vingtaine d'armées étrangères qui ont envahi la terre de la révolution pour essayer de rétablir l'ancien régime. Et la victoire des forces révolutionnaires contre des adversaires aussi puissants aurait été absolument inimaginable sans un appui de masse de la part des travailleurs, de la part des paysans et de la part des soldats. Et c'est ça qui explique la victoire de la révolution russe. Ce n'était pas en premier lieu la victoire des armes, mais c'était la victoire du programme, des idées, des aspirations que représentait la politique du parti bolchevique. C'était véritablement un mouvement de masse, et sans ce soutien de masse, les forces contre-révolutionnaires auraient indiscutablement maté la révolution dans les années suivant la révolution. Il a fallu donc plus de 3 ans de guerre pour repousser la menace de la contre-révolution de l'intérieur, les forces tsaristes, et des forces de l'impérialisme étranger, et établir le régime révolutionnaire sur l'ensemble du territoire de l'ancien régime tsariste. Cette guerre a été menée avec un coût social et économique et humain absolument énorme. Des dizaines de milliers de communistes, de militants communistes, ont payé leur engagement révolutionnaire au prix de leur vie. Et donc, il y avait aussi une désorganisation générale de l'économie et de la société conséquente à ces événements. Dans un pays qui était déjà largement ruiné par la Première Guerre mondiale qui avait précédé la Révolution. Et les communistes qui avaient perdu la vie ou qui étaient dispersés représentaient dans une large mesure le fleuron de la classe ouvrière, et c'était un facteur indiscutablement dans la dégénérescence ultérieure du régime soviétique. Mais le sacrifice de ses camarades n'était pas en vain parce que ça a permis d'étendre la révolution sur l'ensemble du territoire. Après cette période d'offensive révolutionnaire, on a vu une période de réaction s'installer en Russie. Ceci ne devrait pas nous surprendre. Une révolution est une dévoreuse d'énergie psychologique et physique. Les masses, après tant d'efforts
déjà la révolution elle-même, ensuite plusieurs années de guerre, toutes les difficultés économiques, les masses étaient épuisées. Et toutes les révolutions subissent une sorte de contre-coup de ce type, une période de réaction après des efforts révolutionnaires. C'était le cas par exemple en France, où on avait, pendant la Révolution française, une première phase ascendante de la Révolution, dont le point culminant était le régime de Robespierre, et qui a permis de consolider et de compléter la première phase de la Révolution. Et après, il y a eu une période de fatigue, de repli, de désengagement des masses, qui s'est traduit par la chute de Robespierre, et puis une sorte de déclin de l'élan révolutionnaire qui a abouti finalement à la dictature de Napoléon vers la fin du siècle. La révolution russe a connu une évolution similaire, une première phase ascendante, et puis une phase de fatigue ou de repli des masses, un désengagement des masses à partir, je dirais, de 1920-1921. Quand on pense qu'à partir de février 1917, on a renversé le tsarisme, quelques mois plus tard, on a établi un régime soviétique avec la classe ouvrière au pouvoir dans un pays aussi sous-développé avec toutes les difficultés qui se posaient à l'époque. Et puis plusieurs années de guerre civile et puis les guerres d'intervention avec l'intervention des puissances étrangères. Il ne faut pas s'étonner qu'à la fin de cette période, qu'il y ait une phase de déclin, une période de déclin avec la fatigue des masses qui se retire de la politique et qu'il y ait un épuisement du mouvement révolutionnaire à partir, je dirais, de 1920-1921. C'est ce contexte général d'épuisement de la révolution qui explique au fond les changements qui s'opéraient au sein de la société soviétique, au sein des soviets, au sein de l'armée, au sein des administrations et au sein aussi du parti bolchevique à partir de la période charnière de 1920-1921. Avant la Révolution, comme après, Lénine, Trotsky, les dirigeants de la Révolution russe, étaient des internationalistes absolument implacables. Ils comprenaient, après la prise de pouvoir de 1917, que s'il n'y avait pas, dans un laps de temps relativement court, une extension de la Révolution vers d'autres pays dans le monde, et notamment vers les pays européens, ils comprenaient que la révolution soviétique, la démocratie soviétique, ne pourrait jamais survivre étant donné les conditions sociales et économiques, politiques qui existaient en Russie. Ils pensaient en fait que s'il n'y avait pas une extension de la révolution vers des pays plus industrialisés, plus modernes, plus développés en Europe occidentale, ils pensaient qu'il y aurait une victoire de la contre-révolution et une restauration du capitalisme en Russie à court terme. La raison en était que la base matérielle du socialisme, d'une société égalitaire, d'une organisation sociale capable de développer une économie de type socialiste sur des bases solides, cette base matérielle n'existait pas en Russie à l'époque. Et la nouvelle politique économique introduite en 1921 était une tentative de gagner du temps en attendant la maturation de la révolution socialiste en Europe occidentale. Et c'est une politique mise en place par la direction du parti bolchevique, mais qui était un recul, c'était une concession aux forces capitalistes au sein du pays, parce que l'État soviétique n'était pas à lui tout seul en mesure de développer l'économie, de nourrir la population, de développer la société. C'était un repli stratégique obligatoire
qui avait pour objectif, comme je disais, de gagner du temps pour donner du temps à la révolution occidentale pour que la révolution puisse enfin se réaliser en Europe et puis venir en aide à la Russie soviétique. Mais Lénine et les dirigeants du parti bolchevique en général étaient parfaitement lucides sur les conséquences à terme de cette nouvelle politique économique. Le fait qu'il y avait une révolution n'avait pas complètement éliminé les éléments bourgeois et capitalistes au sein de la société, et la nouvelle politique économique allait ouvrir un nouveau champ d'activité et de prise d'influence, de prise d'importance à ces éléments bourgeois au sein de la société, et par conséquent renforcer le danger d'une éventuelle contre-révolution capitaliste pour éliminer les acquis de la révolution d'octobre. En fait, à partir de 1917, le régime bolchevique devait dépendre nécessairement d'une masse d'administrateurs, de techniciens, de professionnels de toutes sortes qui n'étaient pas des militants communistes, mais qui occupaient des places dans l'économie et dans l'État. Et ça, c'était inévitable dans un pays aussi sous-développé, aussi arriéré culturellement que la Russie, que la Révolution avait hérité du tsarisme. Seulement, dans la phase ascendante de la Révolution, cette masse de bureaucrates, de techniciens, d'administrateurs, qui encore une fois n'étaient pas des communistes, était largement sous contrôle parce que sous l'influence et sous la pression de l'Iran révolutionnaire de ces premières années. Avec le repli de la Révolution, cette caste d'officiels de toutes sortes, de professionnels, pouvait se sentir de plus en plus libre, pouvait se dégager de la pression révolutionnaire des masses et occuper une position de plus en plus importante politiquement dans la vie politique et sociale du pays. Le problème est devenu tellement grave et était accentué par les conséquences de la nouvelle politique économique que Lénine, par exemple, au 11e congrès du parti bolchevique, a fait un discours où il parlait de ce problème et il a dit, je cite, « À Moscou, 4700 communistes responsables dirigent la machine gouvernementale. Mais qui dirige et qui est dirigé? Je doute fort qu'on puisse dire que ce sont les communistes qui dirigent. » Alors là, c'est une citation, et tout le discours d'ailleurs sur cette question est très édifiant, très intéressant, parce que c'est la reconnaissance par Lénine du fait que les communistes perdaient de l'influence dans la direction de l'État. Et ils posent la question, qui dirige qui? Est-ce que c'est la bureaucratie qui encadre les communistes ou est-ce que ce sont les communistes qui encadrent les bureaucrates? C'était ça la question qui a été posée. Et donc ces administrateurs, au lieu d'être au service du prolétariat, au service des forces révolutionnaires, commençaient à se sentir, à se voir, à être de plus en plus des arbitres entre les classes qui faisaient la part des choses entre les éléments bourgeois au sein de la société, les paysans riches, les gens aisés, et les intérêts de la classe ouvrière et des forces révolutionnaires de l'époque. La dernière partie de la vie de Lénine était consacrée à la lutte contre des abus de pouvoir, contre la bureaucratisation de l'État, contre la corruption et à une tentative de maintenir le cap révolutionnaire dans les milieux dirigeants du parti bolchevique et des soviets. Mais ce qui se passait en somme, c'était une modification graduelle des rapports de force entre les classes sociales en Russie soviétique, au détriment de la classe ouvrière et tout particulièrement au détriment de la couche la plus avancée, la plus militante, la plus révolutionnaire de la classe. Donc on avait une situation où cette avant-garde de la classe ouvrière, la partie la plus communiste, la plus révolutionnaire,
était de moins en moins capable d'imposer ses idées, d'imposer sa politique. Et en même temps, de l'autre côté, il y avait une montée de l'influence des éléments bourgeois, des éléments bureaucratiques, les éléments conservateurs au sein de la société. Et entre ces deux forces, c'est l'État, l'administration, la bureaucratie qui a pu progressivement se hisser en position d'arbitre entre ces classes et ces forces sociales en conflit et exercer de plus en plus de pouvoir et d'influence au sein de la société. Cette évolution générale doit être comprise aussi dans un contexte international particulier, notamment dans le contexte d'une série de défaites graves pour la classe ouvrière européenne, avec l'échec de plusieurs tentatives révolutionnaires dans de nombreux pays. Et la conséquence de ces défaites était de renforcer l'isolement et aussi de renforcer les difficultés économiques et sociales qui se posaient au sein du régime révolutionnaire, au sein de la société soviétique. Au sein du parti bolchevique, différents courants commençaient à émerger. Une aile du parti bolchevique était sous pression de ces forces conservatrices au sein de la société. C'est d'ailleurs de là qu'est née la théorie du socialisme dans un seul pays, c'est-à-dire oubliant la révolution internationale, oubliant les perspectives grandioses dont on nous parlait autrefois, restons chez nous, consolidons le socialisme chez nous, par lequel il voulait dire, consciemment ou inconsciemment, consolider le pouvoir et les privilèges de la caste dirigeante au sein de la société soviétique, et oubliant la révolution internationale, et puis une opposition révolutionnaire, internationaliste, qui a commencé à sérieusement prendre forme au début des années 20, qui prônait le maintien du cap révolutionnaire, qui misait sur l'extension de la révolution internationale vers l'Europe occidentale et vers la Chine et vers d'autres pays. Mais avec chaque nouvelle défaite de la classe ouvrière, cette opposition de gauche se trouvait de plus en plus isolée et avait de plus en plus de mal à convaincre les masses de la viabilité de son programme. Cette évolution doit être comprise dans un contexte international particulier, marqué par toute une série de défaites majeures pour la classe ouvrière européenne. Parmi ces défaites, il y avait premièrement la défaite de la révolution allemande en 1918-19, pendant laquelle Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht ont été assassinés, la défaite de la révolution hongroise de 1919, la défaite de la révolution italienne et la victoire du fascisme sous Mussolini en 1922, la défaite d'une deuxième révolution allemande en 1923 et une défaite également en Bulgarie en 1923, la défaite de l'insurrection en Estonie en 1924, la défaite de la grève générale britannique 1926, la victoire du fascisme en Pologne la même année avec Pilsudski, et enfin la défaite de la révolution chinoise en 1927-28, une défaite qui était particulièrement grave pour l'internationale communiste parce qu'elle était la conséquence de la mauvaise stratégie adoptée par l'internationale communiste sous la direction de Staline à l'époque, qui avait ordonné au Parti communiste chinois de se subordonner au mouvement nationaliste sous la direction de Chiang Kai-shek, qui, pendant un premier temps, s'est appuyé sur les forces communistes pour parvenir à ses fins et qui ensuite s'est retourné contre les communistes pour les massacrer par centaines de milliers, éliminant de ce fait l'influence des communistes dans les villes chinoises pendant toute une période historique. Dans ce contexte de défaite à l'échelle internationale et de difficultés croissantes à l'intérieur, il n'est pas surprenant que, surtout après la mort de Lénine en janvier 1924, on a vu le parti bolchevique se scinder en plusieurs courants plus ou moins distincts, avec une aile droite largement sous la pression
des éléments bourgeois, des kulaks, c'est-à-dire les grands propriétaires terriens, les éléments les plus conservateurs et contre-révolutionnaires au sein de la société, et une aile gauche représentée avant tout par Léon Trotsky, qui prônait une politique internationaliste, qui prônait la défense de la démocratie soviétique contre la bureaucratisation de l'État, et qui prônait également une politique d'industrialisation par le biais du secteur public pour contrecarrer l'influence grandissante des éléments capitalistes au sein de la société. Et au milieu, Staline, qui inconsciemment au début, mais de plus en plus consciemment, au cours des années 20 et le début des années 30, représentait les intérêts de cette caste bureaucratique qui s'affirmait de plus en plus au sein de la société, qui prenait de plus en plus de pouvoir concentré entre ses mains et qui défendait avant tout ses propres privilèges, son propre pouvoir, sa propre position au sein de la société au détriment des intérêts révolutionnaires des travailleurs, que ce soit en Russie ou à l'échelle internationale. Sur la base de cette synthèse assez succincte des années post-révolutionnaires et des conditions objectives dans lesquelles l'Union soviétique évoluait à cette époque, on s'aperçoit de toute façon du manque de solidité de l'argument selon lequel toute tentative de révolution communiste aboutit forcément à une dictature de type stalinien.